Bienvenue sur Géopolitis. L'Europe a mauvaise presse. L'Union européenne n'est pas au mieux de sa forme. Le rêve européen ne semble plus mobiliser les 28 pays constituant cette union, qui regroupe tout de même près d'un demi-milliard de citoyens. C'est dans ce contexte de doute, de méfiance et aussi d'incompréhension que l'Europe va élire ses représentants au Parlement de Strasbourg, soit 751 eurodéputés. Mais la grande vedette du scrutin, ce sera l'abstention. C'est l'actuel président du Parlement, l'Allemand Martin Schulz, qui le résume ainsi. L'Union, dit-il, est dans un état d'esprit lamentable. Non pas parce que l'idée européenne est contestée, mais parce que cette idée est désormais confondue avec l'administration européenne, laquelle est jugée technocratique, intrusive et non légitimée par des élections. Donc, dit le président, ce n'est pas l'idée qu'il faut changer, c'est l'administration. Géopolitis se penche sur cette Europe telle qu'elle fonctionne et aussi telle qu'elle ne fonctionne pas à travers ses instances. Prenez n'importe lequel des pays européens et faites un test. Demandez à un Allemand, un Français ou un Slovène qui est son député européen. La réponse sera un silence embarrassé. C'est dire s'il y a un problème entre l'électeur et l'élu européen. Résumons la situation actuelle. L'Union européenne est plutôt mal aimée, mal appréciée chez elle, mais cette union, elle est toujours et encore voulue, désirée, courtisée à l'extérieur. L'exemple de l'Ukraine est frappant. Tout un paradoxe, alors que pour de nombreux Européens, l'Union, plus qu'une solution à leurs problèmes, est considérée comme la cause de toutes sortes de malheurs. Voilà qui tranche avec les beaux discours qui ont toujours accompagné les différentes phases d'élargissement de l'Europe, de 6 membres à 9, puis 12, puis 15, puis 25 d'un coup, 27 et maintenant 28 avec le dernier venu dans le club, la Croatie. Tout cela est allé trop vite, sans consultation populaire, semblent dire les Européens. Méfiance donc envers cette Europe que l'on souhaite, et là encore c'est un paradoxe, à la fois plus forte, plus supranationale, mais se mêlant moins des affaires intérieures des pays. On est loin des beaux rêves des années 50 où l'existence même d'un Parlement européen était une vision idéale. Les drapeaux s'alignent fraternellement unis 3 mois plus tard aux premières réunions de Strasbourg. Strasbourg qui a tant souffert qu'il lui est donné de devenir un symbole de paix. Strasbourg qui, dans l'enthousiasme, accueille Édouard Herriot, le grand Européen qui va ouvrir la première assemblée européenne de l'histoire. Ce n'est ni feu la SDN, ni l'ONU. C'est l'assemblée où se rencontrent gouvernements et membres des oppositions nationales. Encore une précision, le récent vote de la Suisse sur l'immigration de masse aura un impact sur ces élections européennes. Ils sont très nombreux, les partis politiques, et pas seulement les partis, disons, extrêmes, à approuver le vote du peuple suisse. Et puisque nous parlons de la Suisse, eh bien oui, il y a beaucoup d'électeurs européens. En Suisse, d'abord, près de 1 200 000 électeurs venus de l'Union européenne, sans oublier près de 500 000 Suisses doubles nationaux. Toutes les voix comptent. Le Conseil européen, c'est l'organe suprême de l'Union, c'est l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement des 28 pays membres. C'est cette assemblée qui nomme le président du Conseil, en l'occurrence le Belge Herman Van Rompuy, en poste depuis 2009. À la fin de l'année, il faudra lui trouver un successeur. De même, on devra nommer un nouveau chef de la diplomatie européenne à la place de la Britannique Catherine Ashton. Le Conseil, c'est donc le centre de décision politique de l'Union. La Commission européenne, c'est autre chose. C'est l'organe exécutif de l'Europe, disons, son gouvernement, avec un actuel président, le Portugais Emmanuel Barroso, lui aussi sur le départ, et des commissaires européens, un par pays, donc 28, qui ont chacun leur domaine de compétences. Ils sont désignés, pas élus, pour un mandat de 5 ans. Et comme au sein d'un gouvernement, ils sont chargés de mettre en œuvre les décisions du Conseil et du Parlement. Le Parlement européen, précisément, est, encore une fois, la seule entité supranationale à être élue au suffrage universel. Un peu plus de 350 millions d'électeurs vont donc choisir, très exactement, 751 eurodéputés, eux aussi élus pour un mandat de 5 ans. Dans les isoloirs, les électeurs se prononceront pour un parti ou pour une liste plutôt que sur un programme politique. Et du reste,
Paradoxe s'il en est, on s'attend, lors des prochaines élections, à ce que de très nombreux partis politiques franchement eurosceptiques, voire europhobes, envoient leurs députés à Strasbourg et à Bruxelles. Ce que ne fait pas le Parlement européen, commençons par cela, c'est de se mêler des grands dossiers de diplomatie, de défense ou de sécurité qui restent, pour la plupart, la chasse gardée des gouvernements nationaux. Le reste, tout le reste, et le domaine est vaste, peut être du ressort de Strasbourg. En résumé, tout ce qui touche à la vie quotidienne des peuples. Citons en vrac la qualité de l'eau du robinet, les critères de qualité dans les produits alimentaires, les labels sur les jouets, l'aide aux régions défavorisées, les échanges d'étudiants, les réductions des émissions de CO2, la politique d'asile ou encore le clonage des animaux. Sans oublier l'avis que donne le Parlement sur les propositions de loi du Conseil européen. Par ailleurs, le Parlement exerce un droit de regard sur les nominations dans la plupart des secteurs d'activité de l'Union, dont, prérogative importante, il vote le budget. À noter, on oublie souvent de le rappeler, que nombre de ces lois européennes sont reprises d'une part par les parlements nationaux qui peuvent les insérer telles quelles dans leur législation nationale, par exemple en France. En gros, une loi sur deux est une transposition d'une directive européenne et, d'autre part, ces textes européens peuvent être repris par des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, mais qui ont tout intérêt ou avantage à harmoniser leurs propres textes législatifs avec ceux de l'Union européenne. L'invité de Géopolitis, Nicolas Levrac, est directeur du GSI Global Studies Institute, qui dépend de l'Université de Genève, fin connaisseur de la chose européenne, des institutions. Parlons de ce problème de l'incompréhension. Pourquoi est-ce que les Européens ne comprennent pas ce qui se passe au sein de l'Union européenne? Pourquoi ne sont-ils pas sensibilisés à ce point au bon fonctionnement de leurs institutions? D'abord parce que c'est très compliqué, les institutions de l'Union européenne, et on a un peu de la peine aujourd'hui à expliquer ce qu'est le projet européen. C'est le projet qui est compliqué ou la mécanique? C'est les deux, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que d'une part, c'est quelque chose qui était très incrémentiel. On a commencé avec une communauté du charbon et de l'acier, puis on a rajouté les fameuses 4 libertés, liberté de circulation des personnes, des marchandises, etc. Les services, c'est beaucoup plus compliqué. Marché commun. Le marché commun. Et puis, une fois qu'on avait pratiquement abouti, on s'est dit il faut continuer dans le projet, donc on commence à rajouter des questions de sécurité, la justice et les affaires intérieures, on commence à rajouter des questions de politique étrangère, extérieure, et tout ça fait un projet de briques et de broc. On rajoute aussi des questions qui n'étaient pas des questions prioritaires dans les années 50, quand on a commencé, l'environnement qui apparaît dans les années 80, des questions de cohésion sociale, de cohésion territoriale. Donc tout ça, ça rajoute des petits bouts au projet. Et aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on n'a pas véritablement un narratif. On a de la peine à expliquer ce qu'on est en train de faire en Europe. Certains, ce qu'on appelle les fédéralistes européens, disent oui, on est en train de faire l'État européen. Mais je crois pas. Je crois pas qu'on ira vers l'État européen. Parce que la plupart des pays n'en veulent pas. Tout simplement. Un certain nombre, en tout cas. Oui. Et comme pour avancer véritablement dans l'Union européenne, on a presque chaque fois besoin de l'unanimité, c'est clair que c'est plus facile de bloquer que d'avancer. Donc le projet est un peu compliqué et les institutions, c'est un peu la même chose parce que les institutions, on a commencé avec des missions assez déterminées, assez définies, assez limitées et des institutions qui avaient des rôles assez précis. Et puis par exemple, puisque cette année au mois de mai, fin mai, on va voter pour les élections au Parlement européen, le Parlement européen à l'origine, il existe, mais il n'a pas la même composition qu'aujourd'hui et il n'a pas les mêmes pouvoirs. Oui. Le Parlement européen, il est composé de délégués, de représentants des parlements nationaux. C'est que depuis 1979 qu'il est élu au suffrage direct. Oui. Et par ailleurs, il n'avait pas de pouvoir législatif. Il s'appelait Parlement, mais il faisait pas les règles européennes. Mais justement, comme c'est le seul organe qui est élu par les Européens, il devrait au moins bénéficier d'une certaine considération, d'une certaine reconnaissance, et pas du tout. C'est un peu compliqué. D'une part parce que... C'est toujours compliqué avec l'Union européenne, oui. Mais en fait, si on regarde attentivement les institutions nationales, de quelque pays que ça soit, c'est aussi assez compliqué. Simplement, ça nous paraît naturel, si j'ose dire. Et puis on vit avec depuis longtemps. Voilà, et puis on est né dedans, etc. En fait, il y a de plus en plus d'Européens qui sont nés. Alors ça s'appelait pas encore l'Union européenne, ça s'appelait les communautés européennes, mais qui sont quand même nés après 1957, donc qui font partie, pour qui ça fait partie du paysage. Donc on a cette continuité, mais il est vrai que par exemple le Parlement européen, c'est pas tout le Parlement de l'Europe. C'est pas lui tout seul qui fait les lois. En fait, il fait les lois avec une sorte de deuxième chambre qui est le Conseil des ministres. Voilà. Le Conseil des ministres, c'est les représentants des gouvernements des États membres. Donc ce ne sont pas des gens qui sont élus. Mais si.
On dit des technocrates quand même. Non, on se trompe. Ils sont élus indirectement, ça dépend des États. Vous avez des pays où le gouvernement est élu par le Parlement, d'autres où il est responsable devant le Parlement, mais ils ont une légitimité démocratique, la légitimité des gouvernements nationaux. Simplement, est-ce que lorsqu'on élit les dirigeants nationaux, on pense à eux pour les fonctions nationales ou pour les fonctions européennes? C'est ça qui est peut-être pas très clair. Et avec ce sentiment qu'on recase souvent dans les institutions européennes, ce dont on n'a pas vraiment voulu dans un cadre national. C'est une vraie critique, ça, ou pas? Tout à fait. Alors, pas dans le Conseil des ministres, parce que ça, c'est justement les membres des gouvernements nationaux qui vont représenter les intérêts des États, finalement. Par contre, au Parlement européen, c'est vrai que on a relativement peu de stars, de personnalités politiques qui ont une importance au niveau national, même si ça évolue quand même. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le jeu politique, les partis politiques n'existent pas au niveau européen. Il y a depuis une trentaine d'années des tentatives de faire des partis politiques européens. On a des groupes politiques au Parlement européen, mais le vrai jeu politique, il se fait encore au niveau national. Et c'est vrai que c'est des mandats intéressants et que donc souvent on s'en sert dans les partis politiques nationaux pour placer X, Y, ou Z. Recaser, comme on dit. Bon, alors, incompréhension, on voit ce que vous voulez dire. Est-ce que cette méfiance vis-à-vis de l'Union européenne et de l'idée européenne, elle est justifiée en fin de compte? Ou est-ce qu'encore une fois, c'est plutôt un problème de fonctionnement? Il en est où le rêve européen des Schuman et autres? Mais justement, le rêve européen, il était finalement très utopiste. Dans les années 50. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale et l'idée de traiter d'égal à égal les Français et les Allemands, c'était quelque chose de tout à fait révolutionnaire. De dire ça sera ouvert à qui veut venir, c'était vraiment un rêve. Le problème, probablement, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne, c'est plus un rêve, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qu'on a de la peine à se raconter comme une réalité plaisante. Parce que il faut dire une chose. C'est moins enthousiasmant quand même, quelque part. À tort, mais il y a des responsabilités qui sont assez largement partagées. J'ai parlé de la complexité, mais il faut aussi rappeler que beaucoup de décisions qui ont été prises au niveau européen par les institutions européennes sont des décisions que les gouvernements ne voulaient pas prendre au niveau national. Et donc, entre guillemets, on faisait faire le sale boulot à l'Europe pour ne pas avoir à le faire au niveau national, et puis après on revenait à la maison en disant « moi j'ai essayé de défendre, mais bon, l'Europe nous impose ». Mais il faut savoir que dans les décisions européennes, en général, les gouvernements des États membres doivent acquiescer. Donc, quand on dit l'Europe impose, Bruxelles impose, en fait, on a accepté quand même. C'est un processus de socialisation entre Européens. Merci, Nicolas Levrat. Je rappelle que vous êtes directeur du GSI, Global Studies Institute, qui dépend de l'Université de Genève. Merci pour cet éclairage sur l'Union européenne. Merci beaucoup. On appelle cela le consensus de Bruxelles. C'est un ensemble de textes, disons, de dogmes qui sont inscrits dans les traités européens et qui, à eux seuls, expliquent le fossé grandissant entre les élites et les électeurs du vieux continent. Premier dogme, Bruxelles détient la vérité. Et la seule réponse aux crises économiques et financières, c'est plus d'Europe. Deuxième idée force, la libre circulation des biens, des services et des travailleurs au sein du marché unique européen. Tout cela prime sur la protection des travailleurs dans leur propre pays. Troisième texte à caractère dogmatique, pour lutter contre le chômage, il faut réduire la protection et parfois même le salaire des personnes ayant actuellement un emploi. On voit bien le tableau. Il a le mérite de la transparence. La souveraineté nationale est une idée dépassée en Europe comme ailleurs dans le monde. Voilà donc certains des principes de ce consensus de Bruxelles, un consensus qui risque d'être mis à mal à l'occasion de ces élections européennes, avec un mot d'ordre largement relayé par de nombreux candidats et qui tient en 8 mots, un peu plus de social et un peu moins de marché. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions sur cette problématique européenne. Pour vous aider, toute une sélection de séquences vidéo, de sites internet, d'infographies et d'archives. La possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.